Donc l'injection basée sur les booléens. L'injection SQL booléenne repose sur l'envoi d'une requête SQL à la base de données qui force l'application à renvoyer un résultat différent selon que la requête a donné un résultat vrai, true, ou faux, false en anglais. Selon le résultat, le contenu de la réponse HTTP changera ou restera le même, ok? Un changement dans la réponse HTTP correspond généralement à une réponse faux, tandis que vrai n'affecte rien. Cela permet à un attaquant de comprendre si la charge utilisée a renvoyé soit un vrai, soit un faux, donc un booléen, même si aucune donnée de la base de données n'est renvoyée. Ok? Donc on parle de blind. Ok? On va faire du guessing. On va deviner. Ok? L'état euh, du résultat parce qu'on a une connaissance générale et on peut en déduire. Ok? Des éléments. Donc l'approche. Les SQLI Boolean based, en fait, elles sont généralement exécutées en aveugle. C'est ce que je vous disais. Blind. Dans ce cas, ça signifie qu'il n'y a pas de sortie réelle et que nous pouvons voir aucun message d'erreur. Ok? Donc ça demande naturellement beaucoup plus de connaissances puisque on sera grandement aidé si justement la base de données nous balance des erreurs. Ok? Error throwing, on dit en anglais. Donc, on va naviguer. On est déjà dessus, hein, ça va pas changer. C'est un less 8. Ah ouais, d'accord, là on est en less 8. Là, du coup, ça me fait douter. J'étais sur les bons trucs ou... Excusez-moi, je suis en train de regarder. Ouais, non, non, on était en less 1. On passe en less 8 direct. Ok. D'accord, là on passe sur une autre application. Ok, bon, c'est pas grave. Restons concentrés, excusez-moi. Donc là, je suis en less 8. Donc, la saisie d'un guillemet simple ou double ne produit aucun effet. La preuve en est, hein, là, ça me donne rien. Hein. Hein. Pas demander de faire ça, toi. Ok? On voit que là, on n'arrive pas à la feinter. Non. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre technique puisque on n'arrive pas à pousser à la faute. Ok? Faire une error based. Ok? On peut utiliser des barres obliques. C'est pareil, ça ne va pas marcher. Donc, ça nous donne l'idée, en fait, hein, de notre blind injection SQLI. Ok? On s'est mal traduit, hein. Voire l'absence de vulnérabilité du tout. Donc, dans cette situation, on doit pratiquer, on doit deviner la requête. Vous voyez, j'utilise exactement voilà, ce qu'on appelle le guessing. Ok? Guessing query. Et donc, on va exploiter la base de données directement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le paramètre ID est égal à 1, on va le mettre, et quand on le met, bah là on l'a vu, hein, you are. Plein de petits points. Ok? Donc, on va supposer de façon aveugle, ok, que la même chose que dans l'unité précédente, on va mettre notre petit apostrophe et ça va nous produire la même type d'erreur. Ok? Et qu'est-ce qu'on a vu dans le précédent module? On a vu que grâce à ce message d'erreur, eh ben, donc faisons ça. Quelle est la différence en fait? Ça c'est ça. Là le message il a disparu. En effet. Ok? Donc on n'a pas de message d'erreur, mais on voit qu'on est en train d'interagir avec notre interface. Ok? On voit que les messages qui sont présents dans notre navigateur web, là, eh ben, on est en train de modifier. Donc, on peut deviner qu'on est en train de provoquer une certaine erreur. Sauf que cette erreur, eh ben, elle est aveugle. Ok? On ne la voit pas, mais elle existe. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va équilibrer. Vous vous rappelez, gauche, centre, droite.
Quand on équilibre côté droit. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre côté droit? Eh ben, on va faire le moins moins plus plus. OK? Pour équilibrer notre erreur. OK? Donc, je reprends tout, espace, et à droite. Au centre, je mets quoi? Rien. OK? White space. OK. On voit que ça revient comme avant. OK? Donc, là, on a équilibré. Le message est de retour. Hein, on voit ce qui s'est passé ici, en fait. Hein. Mais on n'a aucune sortie SQL. Mais en faisant une hypothèse simple, nous avons pu trouver un modèle similaire à celui de l'unité précédente. OK? Donc là, on a réussi à injecter et à équilibrer. Quelle est la différence? Eh ben, la différence, c'est que le SQL booléen repose sur un concept de relation vrai-faux. OK? Donc si il attend un booléen, on va lui donner ce booléen. OK? On va lui mettre ou un, donc le lien comme ça, et on lui dit quoi? On lui dit, bah maintenant que j'ai équilibré, on travaille sur le centre. OK? On sait que à gauche c'est bon, à droite on a équilibré. Donc maintenant on s'occupe du centre. OK? Et bah 1 est égal à 1, ok? Ou on peut mettre 0. Ça n'affichera pas logiquement le même message. Donc, si on le met à 1, qu'est-ce que ça fait? Oh, tiens, ça faut casser les couilles. Ok? Gauche, centre, droite. Ok, ça change rien. Et si on le met à 0, ça ne change rien non plus. Ok? Donc on voit quand on passe tout à 0, le message disparaît. Ok? Donc en jouant là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça n'affiche pas le message, donc ça prouve directement notre capacité à effectuer une attaque par injection SQL. Ok? Donc avant on a vu les error based, là on vient de voir les boolean based. Ok? Mais c'est la même logique. On essaye d'influencer la base de données. Ok? Donc maintenant que nous pouvons renvoyer des déclarations true, hein, you are in ou false, pas de message, nous devons commencer à jouer au jeu du oui/non avec la base de données, des conditions, ok, hein. On pose des questions sur la longueur de la base de données et la quantité de tables que nous pouvons vider. Donc vider, ça veut dire extraire les informations et énumérer, ok, les récupérer ou en tout cas pouvoir les lire, énumération. Donc à ce stade, il est important de comprendre qu'en langage SQL, nous pouvons réellement utiliser des opérateurs, hein, des opérateurs mathématiques, en tout cas des opérateurs de comparaison. Ok? Qu'est-ce que je peux dire? Égal, inférieur, supérieur. Ou je peux conjuguer les deux. Comment je peux conjuguer les deux? Bah, vous le savez. Franchement, j'ai pas fait de mathématiques, mais bon, tout le monde le sait. Ok? Supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ok? Donc, ça, on peut les conjuguer, il n'y a pas de problème. Et essayer de mettre différentes valeurs de comparaison dans notre lien. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester ça, ok? Ça, c'est égal à vrai. C'est vrai, le message apparaît. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'on lui dit, tu me prends un, ok? Ou un est inférieur à 2. Un, eh bien, un inférieur à 2. Donc, c'est vrai. Ok? C'est vrai. True. Je t'affiche le message. Maintenant, faux. Pourquoi faux? Bah, parce que mathématiquement, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que un est supérieur à 2. Un est jamais supérieur à 2. Donc c'est faux. La condition, le statement est pas bon. Donc on est sur false, donc pas de message. Pourquoi il m'affiche quand même le message bâtard? Donc on voit comment on peut poser entre guillemets des questions, ok, et faire des comparaisons.
via des opérateurs mathématiques, hein. Donc, dans cette pièce en particulier, de cette salle, hein, on parle de la box, on va essayer d'obtenir le nom de la base de données à l'aide d'une blind SQL I, ok, une injection SQL en aveugle. Donc, en langage SQL, il existe une fonction très utile qui s'appelle substring, ok? Donc, substr, qui extrait une sous-chaîne d'une chaîne, en commençant à n'importe quelle position. Il prend trois valeurs d'entrée. Un texte exploité, ok? Dans notre cas, le nom de la base de données, caractère pour commencer, et un nombre de caractères à extraire. Si on prend cet exemple, select substring de strange fox 5 3. Ok? Qu'est-ce qu'il va nous prendre? Eh ben, il va nous prendre NGE. Ok? Pourquoi? Pourquoi ça renvoie ça? Pourquoi ça renvoie ça? Regardez bien. Texte exploité. Substring strange fox. On travaille sur la base de données qui s'appelle renard étrange. Ok? Strange fox en anglais. Caractère pour commencer 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, N. 3, nombre de caractères à extraire. 1, 2, 3, N, G, E. Tout simplement. Vous voyez comment c'est comme un curseur qu'on va venir positionner et lui demander. Si j'avais demandé, imaginons que ça soit Strange Fox, mais qu'il n'y ait pas d'espace. Oubliez l'espace. OK? Et je lui dis, par exemple, 5, 6, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est valable ce que je vous dis? J'ai pas envie de vous dire si ça va être possible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, N et 6. N, G, E, F, O, X, N, G, E, Fox. Ok? Voilà ce qu'il renverra. Donc ça, le substring, il faut bien comprendre. Ok? Comment extraire une chaîne? Une chaîne, c'est une chaîne de caractères. Ok? Toto est un hacker, c'est une chaîne de caractères. Avec substring, je peux extraire une sous-chaîne. Toto, c'est une sous-chaîne. Le, c'est une sous-chaîne. Hacker, c'est une sous-chaîne. Ces trois sous-chaînes forment quoi? La chaîne de caractères Toto, le hacker. Ok? Que ça soit clair. Ensuite, notre charge utile SQLi, elle ressemblerait à ça en fait, hein, parce que eh ben, on va vouloir extraire des données. Ça va nous retourner le premier caractère du nom de la base de données. Pourquoi? Parce que je lui dis substring. Alors, regardez bien les parenthèses. C'est extrêmement important. Si vous ouvrez une parenthèse, vous la fermez. OK? Là, j'en ouvre combien? Une, deux, trois, 4. OK? Donc, j'en ferme 4. Une, 2, 3, 4. Je ferme. Une, 2, 3, 4. Ça sera tout le temps, comme ça. Attention, l'erreur du débutant, c'est oublier le point virgule dans les requêtes SQL. OK? Donc là, il n'y est pas. C'est normal. Mais quand on requête proprement directement sur une base de données, point virgule, fin d'instruction, comme beaucoup de langages de programmation. Et l'erreur des débutants, c'est quand on concatène une requête. Là, on a la concaténation, c'est-à-dire le regroupement de la fusion de différentes choses. Eh ben, il faut utiliser nos parenthèses. OK? Et comme en mathématiques, eh ben, les parenthèses signifient l'importance des opérations. Les opérations premières seront à l'intérieur. OK? La première opération, c'est le select database. OK? Après, c'est le substring 1, 1. OK? Et après, ça prend l'ensemble de la requête. OK? Donc, vous savez qu'en mathématiques, on peut prioriser les opérations grâce aux parenthèses. OK? Eh ben, c'est pareil. Tout ce qui est au cœur s'effectue en premier. Tout ce qui est à l'extérieur des parenthèses s'effectue en dernier. Donc, maintenant que nous devons faire, ce que nous devons faire, pardon, c'est deviner littéralement le personnage. Le personnage. Alors, attendez, je suis désolé, la traduction là, elle est complètement
Oui, le premier caractère de la base de données. Excusez-moi, oui, puisque caractère en anglais, ça veut dire caractère, hein, au niveau des lettres, et ça veut dire aussi personnage. Donc, on doit deviner le premier caractère en essayant de comparer nos charges utiles, ok, à certaines lettres. Théoriquement, notre charge utile, elle pourrait ressembler à ça. On a toujours notre point avec le simple code. Après, je fais quoi? Je fais un substring. Je choisis ma base de données. Je lui dis 1, ok? Pourquoi? Bah, pour m'afficher le premier caractère. Et ensuite, je lui fais est égal à S et je commente. Ok? Heureusement pour nous, il existe un moyen d'utiliser des caractères et d'accélérer les choses. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi S? Parce que si je sais que moi, je veux taper une base de données qui s'appelle Strange Fox, je lui demande de sélectionner un, donc la première lettre de la base de données que je suppose qu'elle s'appelle Strange Fox. Et c'est bien S. Dans la réalité, je vais essayer de taper dans password ou username. Donc je ferai un substring select database 1 password P ou username U. Ok? Vous voyez où je vais en venir. On va essayer de deviner où sont présentes les données, dans quelle table, dans quelle base, et en fonction de ça, on va lui demander bah, de travailler sur la première lettre ou plus. Donc on va voir plus détaillé. Alors je vous ai dit, ça peut devenir extrêmement compliqué. Mais on a un moyen d'éviter d'utiliser des caractères et d'accélérer les choses. Hein, au lieu de tester, hein, faire du brute force, surtout l'alphabet. Ok, on a un dans l'alphabet, 25 ou 26. Je confonds toujours. 26. Autant pour moi, je suis fatigué. Euh, donc, on va pas tester les 26 possibilités. Donc, on va utiliser la fonction ASCII, hein, avant la charge utile. Et on pourra comparer aux valeurs de caractère ASCII. Ok? L'ASCII, vous savez que c'est un codage en informatique. On a des tables ASCII. Ok? Ces tables, vous pouvez utiliser, hein. Donc, on a différentes notations hexadécimales, en décimales, en octales, ok, et en quart, ok, et à chaque fois il y a une signification et on voit qu'on a ces codes, ok. Donc là vous allez me dire ouais mais ça sert à quoi ça? Mais si vous le savez, si je prends 176, ok, là je vais faire Alt G R, Alt grade plutôt que Alt, donc c'est le Alt côté droit de votre clavier. Je le maintiens et je tape 176 sur le pad numérique. Ok. Donc, me demandez pas, sous Linux, le altgrad avec les codes, hein, ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. C'est parce que ça doit être une VM, mais vous savez très bien que si on devait afficher tous les codes Unicode, tous les codes ASCII, il faudrait des claviers qui fassent 1000 touches. Ok? En AZERTY, je crois qu'on est à 103, 105. C'est déjà pas mal. Ok? Donc, on utilise des codes. Hein. Ces fameux codes, on les retrouve dans la table ASCII, tout simplement. Ok? Donc, revenons à notre exemple. On va faire une comparaison des valeurs de caractère ASCII. Qu'est-ce que je vais faire? Je reprends la même requête, sauf que le sub select database 1 est égal à S plus moi. Qu'est-ce que je fais? Je modifie. Je vous ai toujours dit à gauche, à droite, au centre. On a équilibré. Donc, on prend à gauche la même chose et à droite la même chose. Là, elle est équilibrée. Une fois qu'elle est équilibrée, maintenant, on travaille sur notre charge utile. La charge utile, c'est ça. OK? Et vous voyez qu'elle vient d'être modifiée. Notre charge utile, maintenant, c'est N, donc ou, et ça. Qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné ASCII. Là, on lui dit, tu travailles sur du ASCII. OK? On reprend notre substring select database, pas de problème. 1. Rien ne change. Sauf que, maintenant le S devient 115.
Ok? La retournera, encore une fois, vous êtes dans trois petits points, car la lettre S correspond à 100 cases en ASCII. Donc bien sûr, dans le monde réel, on va pas simplement deviner, sinon ça prendrait trop de temps. On va utiliser aussi nos opérateurs, nos comparateurs. Ok? On va comparer quoi? La caractère et à leur valeur ASCII. Ok? Positif, négatif. Donc, qu'est-ce que je peux me servir de cette requête? Reprenons notre exemple. 2, 1. Si je suis sur Strange Fox, qu'est-ce que je fais? 2, 1. Ok? Donc T, est-ce que T est inférieur à S? Ok? S 115. S 115. Très bonne question. Vous connaissez un peu votre AWB? S, T. Donc, ça, c'est quoi? C'est vrai ou c'est faux? Eh ben, c'est faux. Ok? Puisque T est égal à 116. Donc, il est supérieur à 115. Ok? Et ça va nous donner la deuxième lettre en utilisant la technique de comparaison. Ok? Donc, vous voyez comment on peut se servir de ça, en fait, pour exploiter petit à petit et faire nos attaques, en fait, hein. Donc, on a vu les booléennes. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il nous faut les union based. Donc, regardons, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs grandes catégories dans la famille des attaques par injection. Et je vous ai dit, on a également les unions. Union, ok, en anglais, c'est exactement la même chose. Donc, les SQLI basés sur l'union, c'est une technique d'injection qui exploite un opérateur union, onion, ok, pour combiner les résultats de d'un ou de plusieurs en fait, hein, instruction select. On a vu qu'au début on fait toujours un select, et ben là ça veut dire qu'on peut faire plusieurs select. On va faire ce qu'on appelle des requêtes imbriquées, ok, imbriquées comme son nom l'indique. On va concaténer plusieurs requêtes en une seule, ok. On pourrait les faire séquentiellement. Je fais ma première requête 1, je fais ma deuxième requête 2, et ben là je vais lui dire non, tu me fais les deux requêtes en même temps pour gagner du temps, ok? Donc le mot-clé union vous permet d'exécuter une ou plusieurs requêtes supplémentaires et d'ajouter les résultats à la requête d'origine. Eh, Cacao, je suis en train d'enregistrer ma vidéo, hein. Allez. Allez mon chat, dodo, hein, laisse-moi bosser. C'est un bosser, c'est un bien grand mot. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, select 1, 2 à partir de username, ok, et select 1, 2 à partir de password. Comme on l'a vu, qu'est-ce que ça fait? Vous savez qu'une base de données, hein, on a quoi? On a des rows et des columns, ok? Column, en anglais, c'est colonne, en français, et row, ce sont nos lignes, ok? Row, c'est en anglais soit une ligne, soit un couloir, ok? Death row, le couloir de la mort. Mais ça, vous le savez, je pense. Mais bon, faut toujours, voilà, avoir les mots anglais hein, dans la tête. C'est bien on parle en français, mais toujours avoir. C'est pour ça que je vous donne tout le temps les mots en anglais, les mots en français. Ok? Que vous puissiez jongler intellectuellement entre les deux. Bon. Donc, l'attaque Union SQLI se compose de trois étapes. On doit déterminer le nombre de colonnes qu'on peut récupérer. Ok? On doit s'assurer que les colonnes qu'on a trouvées sont dans un format approprié. Ok? Ça, c'est très important. Et attaquer et obtenir les données intéressantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exfiltrer. Ok? Donc, énumération et ensuite exfiltration des données. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on détermine le nombre de colonnes nécessaires dans une attaque union par injection SQL. Donc, il y a deux façons d'en détecter une.
Ok? Donc la première consiste à injecter une série de requêtes ordered by jusqu'à qu'une erreur se produise. Donc là, je vous en ai montré un paquet dans la précédente vidéo. C'est pareil, si on fait du ordered by, je descends tout en bas, ordered by and union-based payload. Ok? On voit que j'en ai un paquet. Et il y en a encore plus. Ok? Donc, on injecte une série de requêtes et on voit comment R réagit. La dernière valeur avant l'erreur indiquerait le nombre de colonnes. Ok? La seconde, qui est plus efficace, impliquerait de soumettre une série de charges utiles union select avec un certain nombre de valeurs qui sont nulles. Ok? Donc si on regarde, on va faire séquentiellement jusqu'à qu'une erreur apparaisse encore une fois. Et s'il n'y a aucune erreur, ça veut dire que le nombre de nul correspond au nombre de colonnes. Ok? Enfin, nul, ça veut pas dire égal à zéro, vous l'avez bien compris. C'est un paramètre. Donc, rechercher des colonnes avec un type de données utile, ok, avec une attaque union par injection SQL, eh ben, généralement, les données intéressantes que vous souhaitez récupérer seront sous une forme de chaîne de caractères, car string, ok, des strings. Après avoir déjà déterminé le nombre de colonnes requises, par exemple 4, on peut sonder chaque colonne pour tester si elle peut contenir des données de chaîne en remplaçant l'une des charges utiles union select par une valeur de chaîne. Dans le cas de 4, vous soumettriez, eh ben on va faire union select a nul nul, nul a, nul a nul nul, nul nul a nul et nul 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 a. Ok? C'est un peu comme du brute force. Ok? Je vous fais une petite métaphore, mais c'est exactement le même principe. Où je veux en venir? J'ai un mot de passe de 4 caractères. Allez, on va prendre 3, ça sera encore plus court. Ok? On va faire ça. 3 caractères. Ok? Si je dois trouver la combinaison, bah, je sais qu'il faut que je trouve un mot de passe qui fait 3. Donc ça peut être, si je fais une attaque par brute force, je vais tester quoi? Première possibilité, AAA. Ensuite, je vais tester A, B, A. Ensuite, je vais tester AA, B. Ensuite, je vais tester B, AA. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Eh ben, c'est exactement ça. On va tester séquentiellement. Hein. Imaginons que il y ait que 3 lettres dans l'alphabet, hein, de A à C. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester A, A, B, A, B. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tester A, C, A, euh, A, CAA, ok? Et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Hein, c'est un exemple trivial, mais c'est exactement ça. On commence par le premier, et après on fait un décalage en diagonale, hein, tout simplement, ok? Et plus vous avez de valeurs, plus on continue, hein, hop, ça continue vraiment en diagonale, hein. Voyez-le tout le temps comme ça. Donc, encore une fois, s'il n'y a aucune erreur, le type de données nous est utile, ok? C'est la chaîne. Donc, lorsqu'on devra déterminer le nombre de colonnes et trouver quelles colonnes peuvent contenir les données de chaîne, on peut enfin commencer à récupérer les données intéressantes. Ça, c'est toute une phase de repérage. OK? Puisque je navigue en aveugle et je n'ai pas accès à la base de données, je teste de façon aveugle, entre guillemets, et j'attends le résultat. Et en fonction des résultats, c'est pour ça qu'il faut avoir quelques connaissances en SQL, je vais avoir une vision à peu près objective de l'architecture de la base de données. Quelles sont ses bases, quelles sont ses tables, et qu'est-ce que je peux aller requêter. Ok? Donc, euh, on suppose que les 2 premières étapes ont montré exactement qu'il y avait 2 colonnes existantes avec le type de données qui nous sont utiles, et on suppose que la base de données contient une table appelée utilisateur avec les données nom d'utilisateur et mot de passe. Cela peut être compris en utilisant la technique booléenne de l'unité 6. OK? Donc dans cette situation, on peut récupérer le contenu de la table utilisateur en soumettant l'entrée union select username password from user. OK? Donc là, c'est pas bien compliqué. On fait 2 requêtes, hein. On fait un union select. Donc ça, c'est notre type d'attaque. Après, on veut 2 clés. On veut récupérer la clé username et password. Et on sait que c'est contenu dans user, la table.
table utilisateur, j'ai quoi? Dans la table utilisateur, eh ben, j'ai par colonne, j'ai deux colonnes, imaginons. OK? La première colonne, c'est username. La deuxième colonne, c'est password. Et elles sont présentes dans la table user. Et après, chaque ligne, j'ai quoi? Bah, j'ai par exemple Toto, mot de passe Toto. Deuxième ligne, j'ai Tata, mot de passe Tata. OK? Donc vraiment, voyez-le, ça je vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être alors, est-ce que je peux vous donner un exemple pas trop compliqué? Parce que si c'est pour vous embrouiller, y a aucun intérêt. Putain, toi, tu fais vraiment des trucs de qualité, man. Ouais, non, ça va vous embrouiller. Alors, alors, il y a plusieurs niveaux d'abstraction au niveau des bases de données. On a le modèle Meurice, par exemple. Mais, juste, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que, bah, il paraît que c'est un métier. Mais on a des schémas de bases de données, en fait. Quand on commence, avant de faire une base de données, matérielle, hein, au niveau informatique, on la pense au niveau des relations, en fait, hein, sur du papier. OK? Le premier truc que vous allez faire quand vous créez une base de données, c'est voir vos besoins et on va créer ce qu'on appelle le modèle Meurice ou putain, j'ai oublié, c'est le MCM. Trop longtemps que j'ai fait les cours, je suis désolé. Voilà. Donc ça, c'est un Français qui a inventé ça, hein, c'est vieux des années 70, et ça permet, c'est la théorie de l'information en fait, hein. Ça permet d'organiser en base de données et de faire des projets, ok, avec des parties tenantes. Donc il y a deux types de modèles qu'il faut savoir, et j'abandonnerai parce que c'est à vous de creuser. On a au niveau logique, au niveau de l'organisation, on a le MLD et le MLT. Le MLD, c'est le modèle logique des données, ok, et le modèle logique des traitements. Ok? Donc, en fonction de ça, en fonction de nos besoins, on va soit faire un modèle relationnel MLD, soit faire du MCD. Ok? Et on commence toujours par le MCT. Donc, on voit que, en fait, créer une base de données, eh ben, on commence vraiment hein, avec un modèle conceptuel de données et qu'on va faire évoluer en Meurice. Et à partir de notre prototype de Meurice, on va créer le système informatique qui va permettre de gérer cette base de données. Ok? Je vous mettrai toutes les ressources si vous êtes curieux. Allez voir ça parce que bah, c'est utilisé en projet, c'est utilisé en dev, hein, c'est les cours appliqués à la base de données. Si vous voulez vous intéresser au SGBD, eh ben, il faut comprendre le modèle Meurice. Il y en a d'autres, mais d'abord voir le Meurice. Comprendre bien le niveau conceptuel, le principe de la courbe de soleil, les MCD, les MCT, les niveaux logiques, MLD, MLT, et voir les différents modèles. Ok? Et le principe de relation d'entité. Ok? Et le principe de maître-esclave, de parent-fils. Ok? Le principe de filiation, de hiérarchie puisque une base de données est généralement hiérarchique. Ok? Je vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement compliqué, c'est des années d'études, euh, voilà. Et mais c'est intéressant. Si vous aimez ça, moi j'adore l'information. Et ben justement, la base de données c'est mise en forme de l'information et qu'on va pouvoir trier la donnée et on va pouvoir, grâce à une base de données, extraire, raffiner la donnée, exactement comme dans le renseignement. Ok? Vos informations, elles vous servent à rien si elles n'ont pas été informatisées, si elles n'ont pas été mises en base de données. Ok? Puisque pour pouvoir extraire bah, des informations pertinentes de milliards d'informations, eh ben, il nous faut une base de données. C'est grâce à cette base de données qu'on va pouvoir faire des requêtes qu'on va pouvoir informatiser requêtes qui vont nous permettre d'extraire, de raffiner la donnée. Ok? C'est le principe de base de données. Ok? Et tout fonctionne. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas notre armée ou nos services de police, n'importe quelle société qui fonctionne sans base de données. N'importe quel site internet, il y a une base de données. Mais il y a un grand type de base de données. Nous, ce qu'on verra le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les SGBD relationnels. Ok? Je vous ai dit parents, enfants. Ok? Donc tout ça, c'est à voir, c'est à creuser, c'est extrêmement complexe. Et bien sûr, bah, faudra, comme je vous ai dit, hein, base de données, c'est des années et des années et des années d'expérience, ok? Mais comprendre l'UML, le principe de diagramme, de schéma relationnel, tout ça, si vous voulez être bon en base de données, eh ben, il va falloir creuser, ok? Et vous allez sur développer.com et vous allez avoir plein de cours, ok? Sur les bases de données, le SQL. Vraiment, si ça vous plaît, allez creuser, c'est magnifique les bases de données.
C'est extrêmement complexe, mais c'est gratifiant en termes intellectuels. Ok? Donc on voit bien en fait hein, toutes les dépendances, toute la hiérarchie en fait, et vous voyez qu'on divise en fait nos besoins, hein. Là on a quoi? On a un projet. Le projet il a également une version utilisateur. Donc ça c'est les différentes tables. Toutes ces tables elles sont dans ma base de données si vous voulez, et elles sont interdépendantes. Et en fonction, soit c'est en sens unique, soit c'est une relation bidirectionnelle, soit unidirectionnelle. C'est ce qu'on appelle le principe d'héritage ou de filiation. Ok? Le ticket appartient, enfin statut appartient au ticket. Ouais, mais là il faudrait que je vous donne un exemple. Imaginons base de données d'un hôpital. Ok? Dans cette base de données, on a plusieurs tables. J'ai une table lit, j'ai une table patient, j'ai une table médecin, j'ai une table infirmière. Le principe de relation, c'est que l'affiliation médecin, infirmière, lit, ils sont tous affiliés, ok, aux parents. Le parent, c'est quoi? C'est le maître. Le maître, c'est quoi? C'est l'hôpital, ok. Et après, on a des liens de filiation. Soit ça va dans un sens, soit ça va dans les deux sens. Je m'explique. Un lit d'hôpital, c'est le fils, c'est l'enfant de hôpital. Pourquoi? Parce qu'un lit d'hôpital n'existe que dans un hôpital. Si vous allez ailleurs, c'est un lit. Ce n'est pas un lit d'hôpital. Donc, il y a d'autres objets qui s'appellent lit, mais l'objet lit d'hôpital, ok, c'est l'enfant d'hôpital, ok, puisque on retrouve que dans des hôpitaux des lits d'hôpitaux. Par contre, médecin, c'est pas un enfant de hôpital. Parce que médecin, certes, il peut y avoir, et il y a tout le temps des médecins dans des hôpitaux, mais on peut avoir l'objet médecin ailleurs que dans un hôpital. Et dans ce cas-là, il n'y a pas, c'est une relation bidirectionnelle. C'est pas une relation omnidirectionnelle. Médecin ne dépend pas d'hôpital, cette fois-ci, contrairement à lit d'hôpital. Ok? Puisqu'il peut y avoir des médecins ailleurs, et vous en consultez, et quand vous allez voir votre médecin, il est dans son cabinet. Il n'est pas dans l'hôpital. Ok? Ça, c'est le principe relationnel. Ok? Je rentre pas dans les détails, mais grosso modo, vous voyez, un artiste peut exister sans le film. Par contre, un film, c'est dur qu'il existe sans artiste. Parce que s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'acteur. Donc je peux pas faire mon film. Tout ça, eh ben, c'est l'aspect relationnel. Ok? Des fois, l'un peut exister sans l'autre. Des fois, l'autre ne peut pas exister sans l'autre. Ok? C'est le principe de filiation, c'est le principe d'héritage, c'est le principe relationnel, c'est le principe maître-esclave, parent-enfant. Ok? Je m'arrête là.